Voilà, bonjour à toutes, bonjour à toutes. Voici le troisième cours de ce cours d'immunopathologie consacré à une introduction à l'auto-immunité. Alors vous allez voir, c'est un peu un mix de considérations très théoriques qui font le lien avec le cours d'immunologie de l'année dernière, et aussi pour certaines maladies, des notions plus pratiques, mais qui seront revues avec plus de précision clinique, je dirais, dans les différents cours de spécialité qui se rapportent aux organes dont nous allons parler. Alors, qu'est-ce qu'on entend par auto-immunité? Là aussi, c'est une question de convention. On fait explicitement référence à une réponse de l'immunité adaptative. Donc, pour qu'on puisse affirmer qu'une maladie est auto-immune, en tout cas dans des textes spécialisés, je dirais, il faut avoir la certitude qu'il y a chez le patient soit des anticorps, soit des lymphocytes T, soit les deux, dirigés contre un antigène du soi, et avoir la certitude que ces anticorps ou ces lymphocytes T ou les deux jouent un rôle central dans les symptômes du patient. Ce qui veut dire que de nombreuses maladies, je dirais, d'excès d'immunité ou d'immunité dérégulée, ne font pas nécessairement partie du domaine des maladies auto-immunes. On a vu l'exemple de phénomènes allergiques au sens large, maladies cœliaques, etc., qui ne sont pas des maladies auto-immunes à proprement parler. On pourrait citer aussi des maladies comme les maladies de Crohn, les maladies inflammatoires de l'intestin, que vous verrez l'année prochaine, ou celle d'après, et qui ne sont pas non plus des maladies auto-immunes au sens strict du terme. Alors on pourrait dire que c'est une nuance qui est un petit peu artificielle, puisque dans beaucoup de cas, on a l'impression que le système immunitaire est hyper activé avec des réponses à la fois contre le soi, mais aussi contre des antigènes anodins de l'environnement. Et d'ailleurs, si on prend par exemple la maladie cœliaque, on va en effet trouver une auto-immunité dirigée contre la gliadine, mais on pourra aussi trouver une immunité dirigée contre certains antigènes du soi. Donc la distinction n'est pas toujours si simple à faire. Par ailleurs, si on veut faire référence aux maladies auto-inflammatoires, qui sont plutôt des excès d'immunité naturelle, qui se traduisent par de la fièvre, de la CRP, etc., on en parlera dans le dernier cours. Il va de soi que dans les maladies auto-immunes au sens strict du terme, c'est-à-dire dont l'initiation se passe au niveau des lymphocytes T ou des auto-anticorps, il y a très souvent, secondairement, un recrutement de l'immunité naturelle avec des patients qui peuvent avoir une fièvre importante, une activation d'NF-κB, du TNF-alpha, etc., et qu'on peut d'ailleurs traiter par des anticorps anti-TNF-alpha dans certains cas. Donc clairement, il y a une proximité étroite entre le domaine des maladies allergiques, auto-immunes, auto-inflammatoires. Et d'ailleurs, les traitements sont très souvent les mêmes. Voici des médicaments qu'on peut utiliser dans toute une série de circonstances, qu'elles soient auto-immunes ou pas. Alors, bon, pourquoi faire la nuance? Bon, parce que malgré tout, il y a différentes approches de vaccination dirigées contre l'auto-immunité. On va essayer de rendre le patient tolérant vis-à-vis de ses propres antigènes. Et évidemment, si on se lance dans ce type de choses, il faut avoir une certitude, évidemment, que le processus immunopathologique est déclenché par une reconnaissance du soi. Puis pour une meilleure compréhension de ces maladies, je pense que c'est également quelque chose d'important. Voici une nuance qui est extrêmement importante à apporter également à cette notion d'auto-immunité en pathologie, c'est que ce n'est pas parce qu'on met en évidence sur une analyse de sang par exemple, des signes d'auto-immunité chez un patient, qu'il est nécessairement malade d'une maladie auto-immune ou qu'il va l'être. Il n'y a pratiquement aucun exemple, je pense qu'il n'y en a aucun, dans lesquels, indépendamment de tout contexte clinique, la présence d'un marqueur d'auto-immunité sur une prise de sang implique la maladie. Ça n'existe pas.
Alors que dans d'autres maladies, je dirais peut-être plus simples, si vous avez une sérologie VIH positive, ben vous êtes infecté par le VIH, quel que soit le contexte, quoique, mais enfin dans l'immense majorité des cas en tout cas. Si vous avez un cholestérol à 280 mg par décilitre, vous avez une hypercholestérolémie, etc. En maladie auto-immune, ça ne va pas comme ça. Donc il faut, je dirais, intégrer à un contexte clinique, à un contexte épidémiologique, les anomalies biologiques en question. Et c'est évidemment très important parce que c'est facile de cocher sur une biologie sanguine des marqueurs d'auto-immunité. Et si on le fait sans trop de raisons et qu'ils reviennent positifs, ben on ne sait plus très bien ce qu'on doit faire de ces analyses, notamment dans la communication qu'on va avoir avec le patient. Donc l'existence de signes biologiques d'auto-immunité n'implique pas l'existence d'une maladie ou sa survenue future. Comment expliquer que malgré des marqueurs d'auto-immunité, aucune maladie ne survient? Parce que tout simplement le système est bien fait, il a des tas de mécanismes de régulation et qu'a priori quelqu'un qui est en bonne santé, qui ne se plaint de rien du tout, ça sert à rien de cocher ces marqueurs d'auto-immunité parce que même s'ils sont positifs, probablement qu'il y a des systèmes de contrôle qui font que cette auto-immunité larvée ne débouche pas sur une maladie en particulier. Alors c'est en effet fréquent de trouver des signes d'auto-immunité chez les patients, et c'est également fréquent, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, de trouver des maladies auto-immunes au sens propre du terme. Ça fait partie des maladies fréquentes. On dit parfois que une femme sur 6, par exemple, fait dans sa vie une thyroïdite de Hashimoto. Enfin, c'est une statistique approximative selon les populations, j'imagine. Alors, une des raisons pour lesquelles l'auto-immunité est si fréquente, c'est parce que nous générons notre répertoire aussi bien T que B par le seul fait du hasard, des réarrangements de segments géniques purement aléatoires, qui peuvent générer des TCR ou des BCR qui reconnaissent le soi, comme d'autres choses, et que le système de correction n'intervient qu'à posteriori, avec toute une problématique de si on est trop stringent, on va appauvrir le répertoire et on va être immunodéficient, et si on n'est pas assez stringent, on va laisser passer des cellules autoréactives. Et il faut bien mettre la barre quelque part, et selon les individus, la barre sera mise parfois un petit peu trop dans le sens de l'auto-immunité. Alors, ce que je vous illustre là à l'instant, donc c'est ce qu'on appelle la tolérance centrale. C'est des mécanismes qui vont, après la sélection positive, essayer de retirer du répertoire tous les TCR qui ont trop d'affinité pour le complexe du CMH du soi présentant la peptide du soi. Mais sachant qu'il faut bien mettre la barre quelque part. Je vais aller repêcher une DIA que j'ai ajoutée dans le cours de Bac 2, que je vais ajouter à l'instant. Voilà, donc c'est une DIA que j'ai ajoutée dans le cours de cette année pour les Bac 2. Donc ce qu'on peut voir, c'est que l'affinité des TCR pour le soi peut se représenter comme une courbe de Gauss, avec des cellules ici qui sont considérées comme ayant trop d'affinité pour le soi, qui vont être éliminées. Celles-ci n'ayant pas assez d'affinité pour le soi, et donc seront des TCR qui a priori seront incapables d'interagir avec le CMH quand ils présentent des molécules du non-soi, donc celles-ci seront éliminées aussi. Et donc ce qu'on va garder dans le répertoire, c'est cette barre bleu ciel, sachant qu'il y a probablement à la limite de cette barre bleu ciel des cellules qui ont malgré tout une potentialité de reconnaissance du soi et qui vont malgré tout passer vers la périphérie. Donc ce phénomène de délétion de ces cellules-ci, c'est la tolérance centrale. Et par contre, le fait que ces cellules-là qui vont passer vers la périphérie et qui malgré tout, dans la plupart des cas, ne vont pas donner de maladie auto-immune, c'est ce qu'on appelle collectivement la tolérance périphérique, sachant que ça repose sur de multiples mécanismes. Et je vous parlerai de l'histoire des Treg après. Donc la tolérance au soi doit être vue, je dirais,
comme un seuil d'une certaine façon. Attendez, je reprends ceci parce qu'il y avait une notion très importante. Les maladies auto-immunes correspondent à la rupture soit de la tolérance centrale, soit de la tolérance périphérique, ou des deux. Ce qui est très important, c'est que nous parlons ici d'une immunité adaptative, avec des cellules qui ont, par définition, par le côté, toute la théorie de la sélection clonale, de l'expansion des cellules mémoire, de leur survie très longtemps, une cellule mémoire centrale peut vivre aussi longtemps que l'individu lui-même. Ce qui peut être dit, c'est qu'à partir du moment où la tolérance est rompue vis-à-vis du soi, il n'y a aucune raison pour que le phénomène s'arrête tout seul. Donc les maladies auto-immunes, et ça c'est aussi peut-être une différence entre les maladies auto-immunes et les maladies auto-inflammatoires ou l'hypersensibilité, ce sont par définition des maladies qu'on ne peut pas guérir. Bien entendu, on pourra mettre le patient en rémission, mais généralement le souvenir de cette rupture de tolérance est permanent. Si vous considérez par exemple des diabétiques qui ont fait des diabétiques de type 1 qui ont détruit leurs îlots de Langerhans par une maladie auto-immune, si vous leur faites une greffe d'îlots par exemple, eh bien des années après, le même processus auto-immun peut venir se remettre en place et provoquer à nouveau une destruction de ces cellules. Donc il y a réellement une mémoire définitive de l'auto-immunité. Donc ce sont des maladies qui sont chroniques ou récidivantes. Donc comment ces maladies surviennent-elles? C'est un franchissement du seuil, et je dirais qu'il y a deux types. Bon, c'est très imagé comme présentation du problème, mais je trouve que ça reflète bien des choses qui vont venir par la suite et qui sont plus classiques. La tolérance peut être vue comme une sorte de garde-fou, comme une barrière en quelque sorte, comme un seuil, et que l'aptitude d'une personne à franchir ce seuil va dépendre d'une part de la hauteur du seuil et d'autre part d'un événement qui va faire que le seuil est franchi ou pas. Alors qu'est-ce qui va déterminer la hauteur du seuil? C'est des facteurs génétiques, indiscutablement, ou bien je dirais leur équivalent, c'est-à-dire des événements qui se sont passés dans notre environnement fœtal ou dans les premiers mois de notre vie et qui ont, via l'épigénétique, programmé notre système immunitaire à se comporter d'une certaine façon pendant toute notre vie. C'est ce que j'entends par événement environnemental ancien. Mais ça, c'est la hauteur du seuil. Mais il ne va pas nécessairement y avoir le petit coup de pouce, l'étincelle qui va faire que notre système immunitaire franchit le seuil ou pas. Et donc, très souvent, il y a un événement ponctuel qui va survenir plus tard dans la vie et qui va déclencher la maladie auto-immune. Donc les maladies auto-immunes, même si elles ont un contexte génétique indiscutable, on va y venir, sont rarement des maladies qui surviennent dans les premiers mois de la vie. C'est souvent des choses qui apparaissent parfois très tard dans la vie, 30, 35 ans, et souvent il y a un élément déclencheur qui peut être une infection, qui peut être un cancer, certains disent même un stress, etc., qui va être le stimulus qui fait passer le seuil, dont la hauteur elle-même est différente chez tous les individus. Et donc, il en découle tout naturellement cette notion très importante en immunopathologie, qui est l'interaction étroite entre génétique et environnement. Vous me direz que c'est vrai pour toutes les maladies, on est bien d'accord, mais c'est particulièrement vrai ici. Alors, un mot sur la génétique des maladies auto-immunes. Dans la plupart des cas, la génétique des maladies auto-immunes est une génétique complexe. Ça veut dire que pour que la maladie survienne, il faut qu'un ensemble de gènes soit affecté d'une certaine façon, avec des polymorphismes qui vont dans certains cas augmenter la fonction des protéines qu'ils codent, dans d'autres cas en diminuer la fonction, et le plus souvent, il faut une collection de ces mutations, plus des facteurs d'environnement pour que la maladie auto-immune survienne.
alors, dans de rares cas, et on va montrer des exemples de ça, mais je vais commencer par des exceptions, parce qu'elles permettent de mieux, malgré tout, mettre le doigt sur les phénomènes qui sont importants en auto-immunité. Les exceptions, ce sont quelques maladies auto-immunes dans lesquelles un seul gène est impliqué, et quand ce gène est muté, on est sûr que la maladie auto-immune va survenir. Et on peut faire des pronostics à des parents, notamment, qui ont eu un premier enfant atteint, etc. Ce qui est rarement possible avec les autres maladies auto-immunes. Alors, une de ces maladies, c'est une maladie qui va toucher un facteur transcriptionnel, appelé le facteur R, qui est le facteur transcriptionnel qui permet au thymus d'exprimer un échantillon de toutes les protéines du corps humain. Hein, souvenez-vous, dans cette sélection négative qui a lieu dans le thymus, où on va devoir screener en quelque sorte tous les TCR qui sont produits en regardant s'ils sont réactifs vis-à-vis du soi, un peu, suffisamment ou trop. Cette gymnastique va évidemment impliquer que le thymus est capable d'exprimer des protéines venant du système nerveux central, du système digestif, des gonades, des yeux, tout ce que vous voulez. Ce qui, d'un point de vue de l'organisation chromatinienne, est compliqué et relativement unique. Et si le thymus, ce sont les cellules de l'épithélium thymique en fait, si elles parviennent à faire cela, c'est grâce à un facteur transcriptionnel très particulier qu'on appelle le facteur transcriptionnel R. Et donc si vous n'avez pas de facteur, donc voilà le facteur transcriptionnel R, je vous passe les détails moléculaires que je serai en peine de vous expliquer. Ça vous montre la structure de la protéine et l'endroit où se trouvent les mutations qui ont été décrites dans cette maladie. Regardez, l'expression de R est massive au niveau du thymus, un petit peu dans les organes lymphoïdes secondaires, un peu au niveau des ovaires. Ce qui est important, c'est que si vous avez un déficit du facteur R, eh bien, vous allez avoir différents types de maladies auto-immunes, avec un syndrome rare, je n'en ai jamais vu, qu'on appelle un APCED, où vous avez des atteintes auto-immunes à la fois dirigées, ici contre l'œil, mais on aurait pu prendre, c'est un peu les hasards des Google Images, où j'avais pris à l'époque cette photo d'un œil de patient, mais d'autres tissus sont clairement impliqués. On a une polyendocrinopathie, tout simplement parce qu'on va avoir des maladies auto-immunes qui peuvent toucher le pancréas endocrine, la thyroïde, l'hypophyse, les surrénales, etc. Et de façon un peu surprenante, également des infections, des candidiases notamment, infections à levure, bizarrement parce que il y a une perte d'auto-immunité dans cette maladie, non seulement vis-à-vis de tissus périphériques, mais vis-à-vis de facteurs solubles et de cytokines. Et notamment, il y a une auto-immunité contre l'interleukine 17, qui est la cytokine de la réponse, de la défense des épithéliums, notamment contre les champignons. Et donc, ces patients ont un déficit profond de leur réponse TH17 par un phénomène auto-immun. Vous voyez comme c'est un peu tordu comme mécanisme. Alors, dans cette maladie, c'est la tolérance périphérique qui est impliquée, puisque le déficit touche une protéine qui est aussi un facteur transcriptionnel, qui est FOXP3, qui est donc le facteur transcriptionnel qui permet aux Treg d'exercer leur fonction régulatrice. Et donc, vous avez ici des patients contrôle. Et vous voyez, c'est un double marquage pour... Voilà, on a été interrompu. Donc ceci, c'est l'expression du récepteur de très haute affinité pour l'interleukine 2, caractérisé par une chaîne appelée CD25. Les Treg sont très sensibles à l'interleukine 2, n'en produisent pas, mais ils sont très sensibles. Et les Treg sont également caractérisés par la présence de ce facteur transcriptionnel, qui est plutôt un répresseur transcriptionnel, mais peu importe, qu'on appelle FOXP3. Et vous avez un sujet normal qui a cette population relativement minoritaire, mais très importante, estimée à 1,8% de lymphocytes T qui ont ces propriétés régulatrices. Ce patient-ci, si vous voyez, il a beaucoup moins, voire pas du tout, de cellules T régulatrices.
à cause d'une mutation du gène codant pour FOXP3 qui est sur le chromosome X. Et là aussi, on va avoir une maladie auto-immune plus allergique, touchant à la fois les glandes endocrines, l'intestin, toute une série de choses, et ce qu'on appelle le syndrome IPEX, dont vous avez ici quelques images, avec là aussi une perte de tolérance vis-à-vis de cytokines de type interleukine 17, une pelade auto-immune, de l'eczéma, toute une série de choses. Un troisième exemple de maladie auto-immune monogénique, et là de tout autre mécanisme, c'est le déficit en C1q. Donc C1q, c'est une protéine qui intervient dans l'activation de la voie classique du complément par les complexes immuns, mais également par les cellules apoptotiques. Donc C1q se fixe sur les cellules apoptotiques, et cette fixation va activer toute la cascade C1R, C1S, C4, C2, etc., C3 convertase. Les individus qui n'ont pas de C1q, de façon homozygote, vont développer, ont un risque majeur de développer un lupus, parce que les cellules apoptotiques vont persister trop longtemps dans la circulation. C'est ce qui est représenté par ceci, hein, le pourcentage de macrophages capables d'ingérer des corps apoptotiques en fonction du temps, et cette ingestion va être facilitée par les dépôts de C3b qui vont opsoniser les cellules apoptotiques. Un individu qui n'a pas de C1q va le faire de façon trop lente, et ça suffit à générer l'auto-immunité dirigée contre l'ADN, qui est une des manifestations cardinales du lupus érythémateux, que nous verrons dans la deuxième partie de ce cours sur l'auto-immunité. Voilà 3 exemples de maladies auto-immunes, je dirais, assez simples, mais extrêmement rares. Hein. Je pense n'avoir vu aucune de ces 3 formes de maladies. Dans la majorité des cas, l'hérédité des maladies auto-immunes est complexe, avec de nombreuses mutations, de nombreux gènes. Ce qui est important, c'est que ces maladies auto-immunes nous ont montré les niveaux de régulation très importants. La tolérance, la sélection négative d'antimus, la fonction des T-régulateurs, l'élimination des cellules apoptotiques. Et donc, on va trouver des maladies auto-immunes dans lesquelles on n'a peut-être pas les mutations centrales que nous venons de discuter, parce qu'elles sont tellement rares et graves surtout, que les gens n'ont pas l'occasion de diffuser ces mutations à leur descendance, mais on va trouver des tableaux moins graves, mais qui sont liés à un ensemble de polymorphismes qui vont tourner autour de ces hubs, en quelque sorte. Alors, regardez le rôle de l'environnement, hein, on peut d'emblée le voir ici. Si vous prenez des paires de jumeaux monozygotes, donc on va collectionner de par le monde des jumeaux monozygotes chez lesquels au moins un des jumeaux a fait une maladie auto-immune, et on va analyser le taux de concordance. Ça, par exemple, je vous explique ce que veulent dire ces petits sigles. IMD, ça veut dire diabète sucré insulinodépendant. Donc c'est le diabète de type 1, MS la sclérose en plaques, multiple sclerosis, SLE le lupus érythémateux dont j'ai parlé, RA la polyarthrite rhumatoïde, et vous voyez que le taux de concordance, il dépasse à peine 50% dans certains cas, ce qui illustre bien que la génétique joue un rôle, parce qu'évidemment, elle est plus grande chez des jumeaux monozygotes que chez des jumeaux dizygotes ou chez des frères et sœurs qui ne sont pas jumeaux. Mais clairement, elle n'est pas de 100%. Hein, donc ça illustre bien ce rôle important de l'environnement. Alors parmi les facteurs génétiques qui représentent à peu près, pourrait-on dire, 50% du poids, du déterminisme de ces maladies, eh bien on va trouver les molécules de classe 1 et de classe 2 du HLA. Elles représentent à peu près 50% du poids génétique. Hein. Donc on pourrait dire schématiquement que la génétique représente plus ou moins 50% dans le déterminisme de ces maladies, et qu'au sein de la génétique,
le HLA représente lui-même 50%. Alors, par quel mécanisme est-ce que le HLA a une telle importance? Il y a deux grands types de mécanismes distincts. Et c'est important de rappeler brièvement la structure du HLA pour comprendre ces mécanismes. Donc voilà cette carte du HLA sur le chromosome 6. Donc quand on parle de molécules de classe 1 ou de classe 2, on parle essentiellement du HLA-A, HLA-B, HLA-C, DP-DQ-DR. Ce sont des molécules qu'il est facile d'évaluer par des techniques bon marché de routine avec des anticorps qui reconnaissent les protéines en question. Mais n'oubliez pas cette région centrale qui contient de nombreux gènes impliqués dans la régulation des réponses immunitaires, des facteurs du complément, etc. Et en fait, tant la région centrale que les molécules de classe 1 et de classe 2 peuvent être impliquées dans cette génétique des maladies auto-immunes qui reposent, je vous l'ai dit, en partie sur les molécules HLA. Alors, je vais interrompre cette vidéo ici, donc ce sera la première partie de ce cours. Il y en aura deux autres